Ce que vous venez de voir s'appelle un Dev Paquito. C'est le nom qu'ont trouvé mes camarades à ce jeu régressif et un peu enfantin que nous avons inauguré un jour de Hellfest 2013 alors que nous attendions de nous faire ramener les conduits auditifs par un nouveau groupe de death metal. Vous noterez qu'à la différence du Paquito traditionnel, où il y a toujours une bonne âme pour vous réceptionner à la fin de votre course, lors du Dev Paquito, au contraire, vous vous chaussez la gueule sur le sol en espérant faire la figure la plus lamentable possible en tombant, en récoltant le maximum de points et en espérant ainsi gagner la partie. Si je vous montre ça, c'est pas nécessairement pour glorifier le côté le plus régressif de nos amusements lors du Hellfest, mais c'est pour dire que on peut tout aussi bien avoir une attitude tout à fait adaptée et tout à fait sérieuse dans les concerts qui le nécessitent, et à d'autres moments d'être un petit peu plus léger. Après tout, s'amuser n'est pas encore interdit. J'ai fait de nombreuses éditions du Hellfest, je n'ai plus depuis quelques années pour des raisons aussi lamentables que financières, mais j'y ai passé de très bons moments, j'ai rencontré des personnes formidables, d'autres un petit peu moins fréquentables, mais ça n'est pas là le sujet, on n'est pas là pour faire le compte des bons points et des mauvais points du Hellfest, il y en a qui vont le faire à notre place, vu que je vous présente aujourd'hui ce superbe bouquin, le Hellfest raconté par les groupes, sortis aux éditions Grund et pilotés par Sir Cédric et Isabelle Marcelli Le Maguet. Alors avant toute chose, je remercie les éditions Grund d'avoir eu la gentillesse de m'envoyer un pavé pareil. Je souligne aussi la qualité des échanges que j'ai pu avoir avec l'attaché de presse et avec Sir Cédric. Un petit mot sur les deux auteurs. Donc Sir Cédric, je pense qu'on ne le présente pas vraiment, c'est un auteur à succès de thriller qui a été traduit dans de nombreuses langues, qui a été primé. C'est un ancien journaliste musical, donc il a des connaissances solides en métal. Sa plume est aussi aiguisée que ses compétences et ses connaissances sont solides. À ses côtés, sa compagne journaliste musicale Isabelle Marcelli Le Maguet, qui a travaillé pour Rockard, attachée de presse, non pas attachée de presse, rédactrice en chef, pardon, chez Metallian et attachée de presse pour Nuclear Blast et Century Media au Hellfest, donc un duo solide qui voilà avait tout le sérieux nécessaire pour cette entreprise. Donc un petit mot sur le bouquin quand même. Vous voyez, c'est un grand bouquin, assez joli bouquin, classieux, belle qualité de papier, qualité de photos aussi très jolie, une centaine de groupes interviewés, donc gros boulot. Vous voyez la NCEV, tout l'enjeu pour moi c'est de reconnaître le groupe à travers la petite fenêtre de la caméra, c'est pas toujours évident, donc voilà, on fera un petit peu le tour des groupes tout à l'heure. 34,95 € pour un bouquin quand même de cette dimension, pour un pavé comme ça. Habituellement les bouquins de cette qualité là, ils vont facilement chercher 10 à 15 balles plus cher, donc il y a quand même vraiment une volonté des éditions Grune de proposer un produit vraiment de qualité à un prix assez attractif. On va se le faire en deux parties, comme ça va me laisser davantage le temps de pouvoir développer mes argumentations. Donc, en quelques mots, comme en mille, pas le temps de niaiser. Alors, la première des bonnes raisons de lire ce bouquin, c'est l'hétérogénéité des groupes qui y sont présentés. Je le disais, sans groupe, on trouve vraiment de tout. Tout style confondu, du black metal, du thrash, du death metal, du heavy traditionnel, du hard rock, du hardcore, du drone, de l'inclassable, il y a vraiment tous les styles quasiment se représenter, et tout type de groupes, des têtes de gondole les plus connues, du Sabaton, du Motorhead, Amon Amarth, je sais pas qu'est-ce qui Phil Anselmo, même bien que Phil Anselmo ça soit pas non plus un méga vendeur, c'est plutôt la personnalité qui est très connue, avec des groupes beaucoup plus confidentiels, beaucoup plus, il va y avoir, regarde, les Hommes Tombés, il va y avoir The Great Old Ones, qui vont être à côté de Cradle of Filth, qui va être à côté de Dimmu Borgir, de Marduk, pardon, on va trouver du Psych Up, on va trouver du Punish Yourself, No One Is Innocent, on va trouver du Megadeth, du Ghost, Avatar, Turbo Negro, Mayhem, Behemoth, Danko Jones, Glicky
Joe, Dragon Force, Slash, enfin, vraiment une centaine de groupes un petit peu dans tous les styles. Si vous êtes un aficionado, un habitué du Hellfest, vous allez forcément tomber sur des artistes que vous kiffez. Il y aura peut-être ceux que vous adorez, peut-être des groupes que vous aimez beaucoup qui n'y seront pas. Mais bon, avec, je crois que le Hellfest, à chaque édition, c'est 150 groupes. Il y a quand même eu un paquet d'éditions, donc forcément, il n'y allait pas y avoir tout le monde. Donc, mais quand même, il y a quand même un beau travail. C'est un joli tableau qui nous est présenté ici. J'avais un petit peu peur d'un certain écueil. D'un côté un petit peu faillotage et d'une certaine redondance dans le propos. Le côté faillotage parce que évidemment vous êtes interviewé par un bouquin qui vous demande de raconter l'histoire de votre expérience du Hellfest. Donc il aurait pu y avoir oui mais c'est formidable, voilà, on est merveilleusement accueillis, même si c'est vrai, parce que la plupart des personnes qui sont interviewées disent que l'accueil est absolument formidable, que la bouffe, il y a vraiment de gros efforts qui sont faits au niveau de la diversité et de la qualité de la nourriture, que tout est fait pour que les musiciens puissent se rencontrer, puissent échanger les uns avec les autres, puissent assister aux concerts sur les côtés de la scène. Donc tous y disent un petit peu, tous y disent ça, donc quelque part ça doit être vrai, mais le côté faillotage est un petit peu torpillé par certains qui n'hésitent pas à avoir un petit peu la dent dure, notamment l'édition 2007 qui avait été un petit peu catastrophique à cause des trombes d'eau qui étaient tombées sur le Hellfest à ce moment-là, et c'était l'année où il y avait eu l'annulation de Korn, où il y avait des trombes d'eau qui étaient tombées sur Emperor. Enfin, il y a des groupes qui en parlent, qui en parlent avec forcément les années qui ont passé, donc certains disent bon maintenant on en rigole un peu, mais sur le coup on se marrait un peu moins. Il y a un passage où il y a Frost de 1349 qui raconte que avant le concert ils crachaient du feu et que là ils avaient demandé donc de l'alcool à brûler pour pouvoir cracher les flammes, et qu'on leur avait apporté comme il ne savait pas lire le français, il a pris la bouteille, il avait pris le truc dans la bouche, il avait senti une sensation horrible et qu'il avait senti la peau de son palais qui se décrochait, en fait, qui brûlait littéralement. Donc ils étaient sur le point de monter sur scène, donc il n'a pas craché, il a attendu de monter sur scène pour cracher les flammes, mais que pendant après 15 jours, c'était du carton sa bouche et qu'il n'avait plus aucun goût et qu'il en avait voulu énormément au Hellfest parce qu'il avait dit mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc il y a quand même quelques-uns voilà, qui ont pas trop ce côté un petit peu voilà, faillot, et donc qui disent des choses voilà, qui à certains moments leur ont déplu. Donc ça apporte une certaine aura en fait d'authenticité à ce bouquin. L'autre écueil, c'est un petit peu la redondance et la difficulté. Bon, vous savez, j'ai un passé de chroniqueur dans VS, j'ai fait beaucoup d'interviews à l'époque dans ce webzine, et on savait qu'il y avait des artistes qui étaient chiant en interview. T'avais beau travailler tes interviews, creuser les thématiques, faire des liens entre ce qu'ils racontaient dans les lyrics, voir ce qui les intéressait. Les mecs sortis des gammes sur lesquelles ils jouaient, de la manière dont ils faisaient le blast beat, une fois qu'ils étaient sortis de ça, ils n'avaient rien à raconter, ils étaient chiants au possible. Et à l'inverse, tu as des artistes, ils sont passionnants, tu peux leur proposer la pire interview de merde, ils restent quand même hyper intéressants, ils ont toujours des trucs à raconter qui sont personnels, référencés, culturellement passionnants. Donc voilà, tu as les deux spectres, en fait, tu as des groupes à un bout et d'autres qui le sont à l'autre, mais tu peux pas y faire grand chose. Sir Cédric et puis Isabelle Marseilleux Maguet, ils auraient pu proposer l'interview la plus extraordinaire du monde. Un artiste qui a rien à raconter, ça reste un artiste qui a rien à raconter, donc éviter cet écueil-là, c'est difficile. Heureusement, c'est une minorité. C'est aussi des groupes que je peux pas blairer, que je trouve qui ont fait les interviews les plus nazes, donc il y a quand même... Est-ce que j'aurais quelque part un petit peu mon goût? Peut-être. Mais voilà, il y a quand même plein d'interviews qui sont véritablement passionnantes. Celle d'Igor, celle de Heilung, Wardruna, celle de Chaos Dei, le groupe de black metal français, on en parlera un petit peu plus tard. Punish Yourself, qui sait qu'il va y avoir d'autres dans les interviews qui m'ont marqué. Moonspell. Il y en a plein quand même qui ont des propos, des interviews et des propos extrêmement intéressants. Ça fait 300 pages, je l'ai lu assez vite, c'est dynamique. Et ce qu'il y a, c'est que entre un groupe de true black metal norvégien, un groupe de néo toulousain et un groupe de death metal d'Amérique du Sud,
les mecs, ils ont des réalités de vie qui sont quand même très différentes les unes des autres, et du coup, quand ils se retrouvent au Hellfest, ben, il n'y a pas que... Ils amènent aussi toute leur histoire, toute leur culture, et forcément, le ressenti qu'ils en ont, il est différent, et du coup, le discours qui est livré dans ce bouquin, il est aussi, pour certains, unique, et c'est ce qui amène de la richesse à ce bouquin, ce qui fait qu'il est très intéressant à lire et qu'il se lit très vite. Donc voilà, l'hétérogénéité des groupes proposés ici, et la première bonne raison de lire ce bouquin. La deuxième des bonnes raisons de lire ce bouquin, c'est évidemment le nombre absolument pharaonique d'anecdotes qu'il y a dedans. D'autres backstage au Hellfest, du Hellfest, de l'histoire du Hellfest qui sont connus. Manowar, par exemple, voilà l'annulation récente de Manowar. Il y a quand même des rumeurs un petit peu persistantes qui courent sur les raisons de l'annulation de leur concert. Pentagram, la fameuse édition de 2009 où il y a Pentagram qui n'a pas pu jouer, ils avaient reçu le dentier de Bobby, mais Bobby il n'est jamais venu parce que voilà, il s'était bastonné, je crois, il y a eu une histoire dans l'avion, et il l'avait rapatrié aux États-Unis, il n'est jamais arrivé. C'est anecdotes comme ça qui sont quand même, ou alors voilà les beurades, voilà, les extraordinaires cuites de Phil Anselmo. Donc il y a des choses comme ça qui sont relativement connues. Mais il y en a d'autres par contre qui le sont un petit peu moins et qui sont tout aussi marrantes, tout aussi intéressantes et qui révèlent quand même des trucs des groupes que je trouve assez passionnants. Je vous en raconter quelques-unes, celles qui me viennent à l'esprit. Il y a une interview de Massisteria, je crois que c'est le chanteur qui raconte que lors de cette édition en fait de 2019 du coup, ils avaient joué, donc c'était la même journée que Tool qu'ils avaient joué je crois, donc il y avait le batteur, il avait un petit peu forcé sur l'alcool, il se baladait un petit peu backstage, il cherchait une loge un petit peu pour se poser, peinard, il en a trouvé une qui était fraîche, qui était jolie, il a été se poser dedans, un petit peu pour cuver. Et en fait, c'était la loge de Maynard Keenan de Tool. Et apparemment, il avait demandé, avant de venir au Hellfest, il avait demandé aux organisateurs, il avait dit dans ma loge, je veux qu'il n'y ait personne qui rentre, absolument personne, et je veux qu'il y ait un gars, un vigile, qui soit tout le temps devant ma loge. Et bon, apparemment, Ben Barbeau il avait dit non, mais c'est pas possible, je peux pas mettre un vigile devant la loge de chaque musicien, c'est pas possible si je le fais pour toi, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? On n'a jamais eu aucun problème à ce niveau-là pendant toutes les éditions du Hellfest. Il n'y aura aucun souci. Et donc apparemment l'autre quand il est arrivé, il a trouvé quelqu'un dans sa loge, et donc il a été donné l'alerte en disant oh il y a quelqu'un dans ma loge, allez le virer et tout. Et ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il s'affiche souvent la ceinture noire de Jiu-Jitsu dans certaines de ses vidéos en train de faire des prises et tout, et puis bon, et que le mec il tombe sur quelqu'un qui s'incruste dans sa loge, il sort pour donner l'alerte. Je comprends en même temps que quelqu'un de cette notoriété, il ne va pas savater toutes les personnes qui se trouvent en travers de son chemin. Il y aurait beaucoup trop d'occasions de le faire, et puis surtout il se prendrait un certain nombre de procès au cul. Et puis évidemment, il y a peut-être d'autres manières de déloger un mec un peu bourré de ta loge que en lui faisant des prises de jujitsu, mais bon, ça m'a quand même bien fait rigoler. Après, la dernière interview dans le bouquin, c'est celle de Punish Yourself. Et là, c'est festival. Le chanteur, apparemment, il a fait toutes les éditions, le Fury Fest et tout. Et une des premières éditions où il a été, le gars, en fait, je me marre, le gars, il a pris du LSD. Et il voulait voir absolument Duncan Jones, apparemment. Donc il se retrouve devant le concert, à stinky, c'est tout, à fond, apparemment à balle. Puis au bout d'un moment, il a une espèce de prise de conscience et il s'aperçoit qu'il est dans un champ devant des vaches, en fait, pour dire le mec comment il était fait, mais comme un renard. Il y a eu une édition où ils ont joué avec Punish Yourself, apparemment il a tenté un slam de la scène, et boum, il était pété comme un coin, apparemment il s'est éclaté la gueule sur la barrière de sécurité, plus capable de faire quoi que ce soit, les mecs ils ont été obligés de le sortir, tout pâturleré en fluo dans une couverture de sécurité. Apparemment quand il a été à l'hôpital, les mecs ont dit oh, vous êtes bien fait mal, vous avez 5 côtes de pété. 5 côtes de pété quand même, je m'en suis pété, 5 côtes ça doit bien faire mal. Et dans l'hôpital ils ont dit ah, ben heureusement que vous avez picolé, ça vous a un petit peu anesthésié. Ils sont revenus après quelques années plus tard, il avait fait apparemment une édition du Hellfest avec le bal des enragés, donc il s'était dit là j'y vais soft. Pas de drogue, quelques petites bières, mais rien de méchant. Et au moment de monter sur scène, en plus, grosse pression, c'était filmé par Arte, au moment de monter sur scène, le mec, de blackout total. Il avait oublié toutes les paroles de ses chansons. Donc il lui restait un petit laps de temps en fait avant de monter sur scène. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais le mec il s'est foutu à picoler encore plus.
il a picolé comme un âne, donc pour combattre le stress certainement, et il est arrivé sur scène, il a fait une espèce de... donc il était plus décontracté, donc il a fait une espèce de yaourt, et apparemment il y avait des fans de Punish devant qui chantaient les bonnes paroles au bon moment, avec le bon placement rythmique, mais apparemment ça l'a pas trop aidé, donc retransmis par Arte, et ce qu'il disait le plus gênant, c'est qu'il y avait des mecs qui venaient le féliciter en disant c'est une prestation véritablement exceptionnelle, bravo. Donc il fait des anecdotes comme ça, mais c'est du... moi j'adore, c'est du caviar. Après, il y en a qui sont un petit peu plus tristes, voilà, comme celle sur Lemmy, voilà, qui nous a quittés, donc c'est toujours un petit peu triste. Moonspell qui parle à un moment de Peter Steele, voilà, de Taipo, ce grand artiste et ce grand bonhomme qui était, voilà, à cette époque-là au bout du chemin, qui était vraiment dans l'autodestruction, et qui était apparemment... Moonspell avait été le voir, ils avaient tourné avec eux, donc ils pensaient que... Et Peter Steele, en fait, il était tellement foncé qu'il les avait même pas reconnus, il était sorti de son tourbus, il avait vomi directo, enfin, c'était apparemment une épave, donc ça fait un petit peu mal, il y a des trucs comme ça qui font un petit peu mal au cœur. C'est contrebalancé par des interviews qui sont très... Je disais Heilung ou Sun Ho, des interviews qui sont assez profondes, qui donnent à réfléchir, et puis des interviews tout bonnement passionnantes. J'en parlais au départ comme celle de Chaos DI, le groupe de black metal français. Alors, c'est tous des militaires dans le groupe, et ils racontent dans leur passage en fait qu'il y a vraiment des analogies entre le fait de se préparer pour aller au combat et le fait de se préparer à aller sur scène. Tu es responsable, dans un cas comme dans l'autre, tu es responsable de ton équipement, donc quand tu vas au combat, de ton fusil, de ton FAMAS, de ton équipement, voilà. Et quand tu montes sur scène, tu es responsable de ta guitare, de ta basse, de tes pédales d'effet, de savoir s'il y a vraiment que tu n'aies pas oublié les piles dans tes pédales d'effet, que ton rack, ton appli, etc., etc. Tu montes sur scène un petit peu comme tu montes au front, et tu y vas en fait pour sortir tes tripes. Mais le mec qui dit, mais l'analogie s'arrête là. Parce qu'après, faire la guerre, ça n'a absolument rien de drôle. Donner la mort, c'est la dernière chose qu'un militaire veut faire. Et se retrouver dans une zone de conflit, c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable. Et j'ai trouvé ce discours hyper intéressant et hyper rafraîchissant, surtout par rapport à ceux qui s'y croient. Parce que il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un gars à Paname, un métalleux, et le mec qui me disait, ouais, quand je vais au Hellfest avec mon frère, je suis en treillis, j'ai mon gros cuir, j'ai ma casquette, mon bonnet, j'ai un bandana sur le visage, je suis couvert de boue, de poussière, on dirait que je sors d'une zone de guerre. Tu sors d'une zone de guerre. Tu sais ce que c'est une zone de guerre, tu t'es déjà fait tirer dessus, tu as déjà été bombardé, tu as déjà connu le stress que ça pouvait être de te retrouver dans une zone de guerre. Donc à un moment, il faut ramener un petit peu, les mots ils ont un sens, il faut les ramener aussi à une certaine réalité et éviter de dire des conneries pareilles. Je me rappelle, ça m'a fait directement penser au DVD live de Slayer, War at Warfield, où au départ, t'as Scott Ian, bon, il n'est pas une connerie près à ce mec-là, hein, mais il est installé comme ça, il dit oui, quand tu te retrouves dans un concert de Slayer, que tu es dans le mosh pit, tu ressens un petit peu la même sensation, avant que l'étincelle voilà, s'allume et que ça parte en couille, tu ressens cette sensation que devaient ressentir les mecs, voilà, lorsqu'ils ont débarqué sur les plages normandes, quand ils faisaient partie d'une vague d'assaut, tu te dis, mais putain, mais quel abruti! Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire dans un pit? Tu tombes, tu te fais marcher dessus, ou éventuellement tu te fais péter un bras, tu te fais péter une jambe, mais tu as quand même peu de chances de mourir dans un pit. Alors que quand tu étais, voilà, les mecs qui ont fait partie de vagues d'assaut, quand ils ont débarqué sur les côtes normandes, ils se retrouvaient, tu pouvais être certain que avec les 30 camarades qu'il y avait autour de toi, combien il y allait avoir de gars qui allaient s'en sortir? Un ou deux au maximum. Donc à un moment, voilà, je comprends je comprends les similitudes, que tu aies envie un petit peu de rapporter le champ lexical du métal à celui de la guerre, à celui du combat, mais à un moment, faut être aussi un petit peu conscient de ce qu'on raconte, et les ramener un petit peu, ça reste du divertissement, ça reste de la musique, et ça rend vraiment pas service à certaines personnes ce genre de discours, parce qu'il y en a qui s'y croient véritablement. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir des groupes comme ça, qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui viennent un petit peu ramener une forme de réalité dans leur discours. C'est vraiment super et c'est vraiment très intéressant. Il y a plein, j'aurais pu vous parler, je vous parle là de Chaos DI, il y a plein d'autres discours qui sont hyper intéressants, plein d'autres anecdotes qui sont tout aussi désopilantes et tout aussi excellentes que celles que je vous ai racontées. Évidemment, si vous ne pouvez pas encadrer le Hellfest,
il y a de fortes chances que ce bouquin ne vous plaise pas. Si vous êtes un passionné, à mon avis, vous l'avez déjà entre vos mains. Et si vous êtes un indécis, jetez un petit coup d'œil dessus, ça se pourrait qu'il y ait quand même des choses qui vous intéressent. Donc Hellfest, le festival raconté par les groupes, un bouquin que je vous recommande chaudement. Je souhaitais dédicacer l'émission d'aujourd'hui à quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps à Toulouse en Haute-Garonne, qui m'a félicité pour le travail que je faisais dans Ritzem Hall. Donc c'était vraiment très sympa, d'autant que c'était la première personne qui me reconnaissait, premier abonné qui me reconnaissait, donc ça fait un petit peu bizarre, mais ça fait vraiment plaisir. Donc je lui dédicace cette émission, ainsi que à les chroniques de Monsieur Titi ou de Mister Titi, voilà, qui est une chaîne YouTube consacrée au cinéma, mais c'est aussi un métalleux parce que il est bénévole au Motocultor, et il a eu des mots vraiment très très gentils, très sympas à l'égard de Ritzem Hall. Et moi je trouve, ça me fait toujours du bien, et je trouve toujours sympa quand il y a des gens qui sont pas juste drivés par le fric ou juste drivés par des intérêts personnels, qui viennent un petit peu parler avec passion de ce qu'ils aiment, et qui viennent un petit peu, voilà, faire de la publicité à des gars à qui ils doivent pourtant rien. Donc ces élans un petit peu de sympathie et d'humanité, moi je trouve que c'est à souligner, je trouve que ça fait du bien, et en ce moment, plus que jamais, on en a besoin. Donc la fin de l'année pour Ritzem Hall va être relativement chargé, parce qu'il y a 2-3 émissions avant la fin 2019 qui devraient arriver, qui vont être avec des bouquins relativement denses, donc ça devrait envoyer du lourd. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.